Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. Et voici le grand référendum jusqu'à 11h en direct sur Sud Radio avec Philippe David et ses invités. Voici la question du jour au lendemain de ce premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron peut-il avoir une majorité à l'Assemblée nationale ? À vous de vous exprimer. Dites-nous ce que vous en pensez puisque vous avez la parole sur Sud Radio. 0826 300 300 et sudradio.fr pour laisser des commentaires. Habemus finalistum. Vous n'êtes pas sur Radio Vatican, mais bien sur Sud Radio pour le grand référendum, autre nom d'origine latine. Les finalistes du second tour de la présidentielle sont désormais connus puisqu'il s'agit d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Si on en croit les sondages, le second tour est d'ores et déjà plié puisque le candidat d'En Marche serait élu avec environ 60% des suffrages. Il faut dire que la totalité ou presque des candidats a appelé à voter Emmanuel Macron pour le second tour qui aura lieu dans 13 jours aujourd'hui. Les législatives qui suivront risquent-elles d'être un nouveau tsunami pour les partis politiques traditionnels ? Le FN peut-il devenir le principal parti d'opposition au Palais Bourbon ? Sommes-nous en train de vivre la fin d'une époque ? Un candidat sans parti qui atteint le second tour peut-il rassembler une majorité parlementaire ? Emmanuel Macron peut-il avoir une majorité à l'Assemblée nationale ? C'est la question du jour du grand référendum sur Sud Radio de 10h à 11h. Vous pouvez bien évidemment appeler le 0826 300 300, votez sur sudradio.fr, Twitter et Facebook. Avec nous, Guillaume Bernard, docteur en histoire des institutions et des idées politiques, auteur de l'essai « La guerre à droite aura bien lieu », publié aux éditions Desclés de Brouwer. Bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Philippe Murer, économiste au cabinet de Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et Christine Deveyrac, membre de la commission d'investiture et du comité politique d'En Marche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Galanterie oblige, on va commencer avec vous, Christine Deveyrac. Personne n'y voit d'inconvénient dans le studio. Christine Deveyrac, le second tour, c'est déjà plié ? Non, nous sommes déjà dès ce matin mobilisés pour tenter... Vous allez dire, nous sommes déjà en marche. Je m'attendais à ce que vous me disiez ça. Non mais bon, on change un petit peu aussi. Nous sommes déjà mobilisés parce que le défi, c'est pas de voter contre qui que ce soit, mais c'est de rompre avec un système qui est à bout de souffle depuis des années et des années, depuis plus de 30 ans, et nous voulons obtenir un vote d'adhésion et pas un vote de rejet contre d'autres candidats. Et pour vous, Philippe Murer, le second tour, il est déjà, si on en croit les sondages, ils se sont pas plantés par contre hier. Nous on avait le dernier. C'est d'ailleurs étonnant. C'est d'ailleurs étonnant parce que les gens, au dernier moment, on entendait des gens sur France Info, beaucoup de gens apparemment qui allaient au dernier moment, ont choisi au dernier instant pour qui ils allaient voter. Donc c'est un peu un hasard qu'ils soient tombés pile parce que tous les gens savaient que les sondages étaient pas du tout certains. C'est ce qu'on a depuis quand même des semaines et des semaines. Et on tombe à bras raccourcis sur les instituts de sondage et vous faites bien de le dire, ils sont tombés quasiment pile poil. C'est peut-être une question de hasard. Nous on a reçu, toute la France. On a un rolling tous les jours. Oui. On en a eu un samedi après-midi avec interdiction de diffusion. Oui. C'est impressionnant. C'était les chiffres à 1,5% près. Mais quand on voit le taux d'indécision, moi je pense plutôt que c'est un hasard. En tout cas, pour moi, il y a une chose fondamentale, c'est que les Républicains sont en mauvais état, mais le PS est dans un état catastrophique parce que c'est une déroute électorale, mais aussi idéologiquement, ils ne peuvent pas se reformer puisqu'ils ne défendent plus les classes populaires et les classes moyennes, ils défendent que la mondialisation, le néolibéralisme et le même programme que les Républicains. Alors pour moi, la personne que j'ai en face de moi, Christine, qui avait l'air très sympathique, le problème c'est que vous représentez pour moi vous le sous-marin. Le sous-marin, non, parce que pas forcément, mais vous êtes le sous-marin du système. Parce qu'en fait, on voit que tous les gens du Parti Socialiste du système, tous les gens des Républicains sont en train de rejoindre Macron, qui en fait fait l'UMPS de façon sous-marine. C'est les élites sous-marine, vous choisissez bien votre expression. Pardon, mais on ne peut pas le laisser passer, ça. Vous avez raison. D'un point de vue psychanalytique, ça mérite une analyse. Ouais, ça va être compliqué. C'est une déformation professionnelle. Et effectivement, en fait, c'est le projet des élites qui ne veulent rien changer. On va rester dans l'Union européenne, on veut plus de mondialisation qui a affaibli la France, qui a appauvri considérablement les classes moyennes et les classes populaires. Alors, Emmanuel Macron, il veut faire des bisous à tout le monde, mais il va certainement pas faire des bisous aux classes moyennes parce que les classes moyennes, elles s'en prennent plein la tête dans la mondialisation et dans la mondialisation ubérisée, n'en parlons pas, ça sera terrible pour elles. Guillaume Bernard, là, on a l'avis pas du politique, mais du docteur en histoire et expert en politique, auteur de La guerre des droites aura bien lieu. Le second tour, il est déjà plié pour vous ? Alors a priori, évidemment, les reports de voix tels qu'ils sont annoncés par les caciques des partis politiques conduisent naturellement a priori à une victoire d'Emmanuel Macron. Cela dit, je ne suis pas du tout certain que les électeurs suivent forcément les consignes de vote. Et c'est vrai que
Autant on peut penser que les électeurs de Benoît Hamon se reporteront assez facilement sur Emmanuel Macron, malgré quand même des divergences. C'est-à-dire que les électeurs de Benoît Hamon, c'est le revenu universel. Bon, enfin, on peut quand même penser que le réflexe du Front républicain fonctionnera. En revanche, pour ce qui est des électeurs de François Fillon, le Front républicain se fissure incontestablement. Il y a des digues psychologiques qui sautent et on peut penser que cet électorat se répartira en 3 tiers, c'est-à-dire un tiers effectivement pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'électorat libéral de droite, ou disons plutôt à droite, si je veux reprendre la classification que j'ai moi-même proposée, un électorat qui refusera de voter, qui s'abstiendra ou votera blanc, et puis un électorat qui se reportera sur Marine Le Pen. Je pense que Marine Le Pen a, contrairement à 2002 où son père était au second tour de la présidentielle, des réserves de voix chez Nicolas Dupont-Aignan et chez l'électorat de François Fillon. Par conséquent, donc ça n'est pas... Alors, pour Mélenchon, ça me paraît quand même plus compliqué parce que je sais que Marine Le Pen fantasme sur l'idée de réunir une majorité, je dirais, correspondant au non au référendum de 2005. La seule chose, c'est que l'électorat de Mélenchon a sans doute dit non en 2005, alors que lui-même d'ailleurs avait dit oui à Maastricht en 1992. Mais enfin, il a dit non au référendum de 2005. La seule chose, c'est que c'est un électorat qui est quand même sur des bases idéologiques internationalistes, et donc par contre, qui n'est pas tout à fait la même chose que le mondialisme. Mais enfin, ce n'est quand même pas évidemment le protectionnisme préconisé par le Front National. Donc je doute qu'il y ait des reports de voix. Cela dit, des reports de voix très important, mais il y en aura sans doute. Autrement dit, ça n'est pas plié. Le gros enjeu, pardonnez-moi, je termine vraiment là-dessus, le gros enjeu, c'est bien sûr le résultat. Et Marine Le Pen n'est pas totalement éliminée. Tant qu'une élection n'a pas eu lieu, on ne sait pas ce que ça donne. En revanche, c'est pour Emmanuel Macron, s'il devait gagner, est-ce qu'il va gagner avec un taux de participation en augmentation ou avec un taux de participation en régression? Parce que dans toutes les élections présidentielles, sous la Ve République, hormis 1969, où on a eu un second tour opposant Georges Pompidou à Alain Poher, Georges Pompidou bonnet blanc et blanc bonnet, comme avait dit le troisième, Jacques Duclos, qui était le secrétaire général du Parti communiste, avait dit droite ou centre, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Et donc le camarade, si j'ose dire, Pompidou ayant fait 44% au premier tour, c'était quand même plié, il avait 20 points d'avance. Là, le taux de participation avait été en régression au second tour. En fait, l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y ait pas trop d'abstention pour que sa légitimité apparaisse comme étant réel et pas simplement un choix par défaut, d'où évidemment l'élection, il n'a pas gagné. Mais je viens de le dire. Il va y avoir un débat d'entre deux tours et moi je vais vous dire. Je viens de le dire. Dans le débat, on va parler de choses sérieuses. Et moi je vous en parle, mademoiselle. C'est-à-dire que vous êtes le candidat du CETA. Et je vais le dire à tous les auditeurs. Le CETA, Macron est le seul qui veut le CETA. Le CETA, c'est un accord de l'Union européenne avec le Canada qui fait que les multinationales auront le droit d'attaquer les États si une réglementation leur déplaît. Et les attaquer devant un tribunal d'arbitrage, c'est-à-dire une justice privée. C'est une catastrophe pour les citoyens. Par contre, c'est un bonheur pour les multinationales. Et c'est pour ça que Macron est vraiment le candidat des multinationales. Vous êtes quand même toujours très isolé. Expliquez-moi sur le CETA. Vous êtes quand même toujours très isolé dans vos positions. Expliquez-moi sur le CETA. Je vous explique. Pourquoi vous êtes pour que les multinationales attaquent les États? Expliquez aux auditeurs. Vous savez très bien que ce n'est pas ça. Alors que les auditeurs aillent voir sur Google, sur Internet, parce que madame, vous mentez. Allez vous taper CETA multinationale. Chacun son tour. On est en débat correct, donc on ne va pas commencer à s'insulter. Non, parce que le problème, c'est que vous mentez. Je dis aux électeurs, allez sur Internet. Tout le monde sont des menteurs. Alors, tout le monde juste est des menteurs 10 secondes et je vous laisse votre réponse. Juste 10 secondes. Parce que là, c'est du mensonge. Ou alors vous connaissez pas le CETA. Aux auditeurs, je dis, allez sur Internet, tapez sur Google CETA multinationale arbitrage, tribunal d'arbitrage, et vous verrez le texte original du CETA qui fait que Monsieur Macron veut que les multinationales puissent attaquer l'État français devant une justice privée. Christine de Vérac. Écoutez, on ne va pas ressortir les débats techniques. J'ai siégé 15 ans au Parlement européen. J'ai vu ce que le Front National votait et ne votait pas. Alors vous n'allez pas venir donner des leçons aujourd'hui sur les votes qu'on a. Hein? On vote contre le CETA. Enfin, vous voulez qu'on reprenne tous les votes? Je ne les ai pas pris en venant. Mais le Front National a des votes très souvent très très étranges. Et expliquez-moi pourquoi, si vous avez autant raison, pourquoi vous êtes toujours tout seul? Alors je vais vous dire, on n'est pas tout seul. Nicolas Dupont. Alors, moi je pense, pour l'analyse du vote, alors sur le CETA, vous m'avez pas répondu pourquoi les multinationales ont le droit de l'attaquer les États et vous laissez les multinationales attaquer les États. C'est très important pour les auditeurs. On n'est pas tout seul. Parce qu'en fait, il y a une France coupée en deux. Moi, c'est ça que je vois dans l'électorat. Il y a l'électorat d'Hamon. On en a parlé lors précédente. En fait, la France est coupée en deux
De la Corse. l'Ouest. Ah non, mais l'Ouest et l'Est en fait. Ouais. Alors, il y a ça, mais il y a aussi C'est la vieille carte qui perdure, hein, pour le coup. Simplement, C'est le vrai. Front National a grimpé d'un cran, c'est-à-dire que son score s'est nationalisé. Il n'y a plus de territoire où il est à moins de 15%. Voilà. Alors, moi, je disais couper en deux entre les candidats du système Hamon, Fillon, Macron, sachant que l'électorat de Fillon n'est pas que système, et l'électorat anti-système, c'est-à-dire celui qui a Ça voté. veut plus rien dire, ce système et cet laissez-moi parler. anti-système, enfin. Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, qui a quand même fait 5%, Asselineau et Mélenchon, c'est-à-dire ceux qui veulent renverser la table. Donc attention, ça a complètement changé. La France est coupée en deux. Et c'est pour ça qu'on a toutes nos chances de gagner au deuxième tour. Christine de Vérac. Non. La France est coupée en deux, ça c'est vrai. Regardez l'Ouest, l'Est, la France qui est gagnante de la mondialisation, qui a voté Fillon ou évidemment Macron oui, qui est en parce tête, et la France qui perd, qui a voté Mélenchon ou Le Pen. À force de flatter tous les bas instincts, si on sort de l'Union européenne, ça va être mieux, à force d'être sans arrêt Quel bas négatif. instinct ? Nous, d'être toujours contre, toujours non, toujours, on veut sortir de l'euro. Alors vous allez me dire, je suis économiste, je sais que ça va être formidable. Si. Ah oui. Mais enfin, vous êtes les seuls. Moi, je vais vous dire, sur l'Europe, j'ai été 15 ans député européen dans un groupe qui était pro-européen. Mais je ne suis pas un eurobéat et je trouve que on ne peut pas s'en sortir si on ne reste pas dans l'Europe. Mais je suis, par contre, entièrement d'accord sur le fait qu'il faut réformer cette Europe. Et il faut arrêter de la faire voter sur tout, sur n'importe quoi. Avoir une Europe qui se cantonne dans ses grandes fonctions régaliennes, mais qui n'embête pas les gens avec des détails... L'épaisseur des rondelles de saucisson, Mais comme oui, disait la mais marionnette oui, de mais Jacques oui. Delors dans Les Combien- Guignols il y a quelques années. Combien de fois au Parlement européen on est venu me voir, on m'a dit mais pourquoi tu as pas voté ça, c'est une bonne mesure. Oui, mais c'est pas du niveau européen. Et il faut remettre ce fameux principe de subsidiarité où l'Europe ne doit s'occuper que de ce qui peut pas être mieux fait par les États. Allez, vous écoutez le grand référendum avec Philippe David jusqu'à 11h. Philippe David a fait un bond en avant puisqu'il est déjà dans l'après-second tour. Il considère que Macron donc sera président et il pose la question, Macron peut-il avoir une majorité à l'Assemblée nationale? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe David d'abord? Enfin, avec... est-ce que vous votez oui ou non? Voilà, Une cette neutralité question. helvétique, ma chère Est-ce que vous Clémence. considérez d'abord que Macron sera au second tour? Ensuite, il vous pose cette question, est-ce qu'il aura une majorité à l'Assemblée nationale? N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300, à commenter sur sudradio.fr et sur Twitter bien sûr. À tout de suite. Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. Le grand référendum se poursuit jusqu'à 11h en direct sur Sud Radio avec Philippe David, ses invités. La question du jour concerne évidemment ce résultat du premier tour de la présidentielle. On parle d'Emmanuel Macron et on vous demande s'il peut avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Allez, dites-nous ce que vous en pensez. Vous avez la parole, vous la prenez, vous passez en direct sur l'antenne avec nous au 0826 300 300 et sur sudradio.fr. Et vous votez d'abord, et pour le moment le vote est à non 79%. Macron ne pourra pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a des commentaires de macronistes et des commentaires qui ont l'air de pencher plutôt du côté du FN. Et dans les deux cas, la réponse est non. C'est-à-dire qu'on a un macroniste qui nous dit « Je ne pense pas », il s'appelle Hérisson88, je ne pense pas qu'Emmanuel C'est un très joli pseudo, Hérisson88. puisse avoir la majorité à l'Assemblée, mais il n'en sera pas loin. Je ne doute pas une seconde qu'il saura rassembler une majorité. Il en est capable. Quant à la politique extérieure, il est bien au-dessus des Merkel, Al-Assad, Poutine, etc. Et puis on a Koufra41 qui nous dit, lui, si la droite patriotique regroupant les courants LR de la droite forte et de la droite populaire et le parti Debout la France, donc le parti de Dupont-Aignan, pouvait s'entendre avec le FN sur un programme commun, alors une majorité législative écrasante serait constituée contre Macron, qui empêcherait Macron de gouverner. Un programme commun, ça rappelle le programme commun de la gauche de 1972. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Quand vous entendez les commentaires, Guillaume Bernard, je rappelle que vous êtes l'auteur de La guerre à droite aura bien lieu, publié chez Desclés de Brouwer. Alors, je pense qu'il y a deux éléments qu'il faut prendre en considération. D'abord, la question des blocs idéologiques, et puis ensuite la question, évidemment, des élections. En deux mots, la question des blocs idéologiques, on a un bloc socialiste mais non collectiviste, c'est Mélenchon-Hamon, sachant quand même que ce bloc n'a pas progressé idéologiquement parlant, enfin dans le corps électoral. Pourquoi? Depuis le début de la campagne, Mélenchon-Hamon c'est 25%, Mélenchon a siphonné Hamon, mais il n'a pas fait progresser ce bloc-là. Et donc on est impressionné par le score de Mélenchon, mais il n'y a pas de progression. Il y a un gros bloc centriste, modéré, c'est la grande coalition droite-gauche, c'est ce qu'avait envisagé de faire Alain Juppé
en étant sur le centre droit, c'est ce que réalise Emmanuel Macron en étant sur le centre gauche, et c'est le bloc libéral qui a réussi d'une certaine manière, et j'avoue que j'étais dubitatif personnellement sur la possibilité de la cristallisation de son électorat. Moi, je n'y croyais pas vraiment, mais c'est à l'évidence réussi. J'étais pas le seul. J'étais pas le seul, absolument, non, mais bien sûr. Et donc, c'est la cristallisation, c'est le retour, c'est la réunification du libéralisme économique qui avait tout au long du 19e et du 20e siècle glissé sur la droite du spectre politique et du libéralisme culturel ou sociétal qui était resté à gauche. Et puis, il y a un troisième bloc où là, évidemment, il y a une fissure partisane. Un troisième bloc de droite, qu'on peut appeler la droite alternative si l'on veut, c'est effectivement toute une partie de l'électorat Fillon qui va basculer vers Marine Le Pen au deuxième tour. C'est Nicolas Dupont-Aignan. Et c'est l'électorat du Front National. Et effectivement, la ligne de fracture, je dirais, idéologique, elle passe en fait dans le spectre politique, elle passe au sein de la droite. Et elle passe en fait en interne aux Républicains. On se demande pourquoi François Fillon n'a pas réussi à atteindre le second tour. Il y a les affaires et tout ce que vous voulez. Ok, mais fondamentalement, c'est parce qu'il y a une ambiguïté idéologique, c'est-à-dire qu'il y a, je dirais, un libéralisme économique et un conservatisme social qui sont, mine de rien, idéologiquement incompatibles. Alors ça, c'est l'aspect idéologique, les trois blocs. Et puis après, évidemment, il y a, du point de vue des législatives, parce que ça, c'est votre question, oui. Qu'est-ce qui va se passer aux législatives ? Aux législatives, il va se passer que, pour pouvoir être présent au second tour d'une législative, il faut faire 12,5% des inscrits. Eh bien, avec l'éparpillement en 4 blocs, d'un point de vue partisan, eh bien, on aura vraisemblablement moins de triangulaires qu'on l'imaginait. Donc, a priori, ça devrait être bénéfique aux forces modérées, je dis bien a priori, ça devrait être plutôt favorable aux forces modérées qui devraient effectivement réussir à plutôt l'emporter. Alors que le Front National, qui dans une configuration où il y aurait beaucoup de triangulaires, pourrait obtenir beaucoup de députés. Voire de quadrangulaires. Voire de quadrangulaires, etc. Et donc là, en fait, tout va dépendre du nombre de triangulaires ou de quadrangulaires. Qu'est-ce qui va, je dirais, permettre, au Front National, qui pour l'instant est encore bloqué par un plafond de verre, à certains endroits il est brisé, on est bien d'accord, mais ça n'empêche que, a priori, tant qu'il n'a pas, réussi à établir, des alliances avec d'autres formations politiques, il progresse, incontestablement il progresse, mais il progresse, seul, et par conséquent, effectivement, c'est la difficulté pour lui d'obtenir des élus. Alors, du coup, Emmanuel Macron est-il capable ? Eh ben, il aura une majorité de coalition, parce que mine de rien, Emmanuel Macron, c'est la coalition droite-gauche modérée, et par conséquent, c'est une cohabitation sous une autre forme. C'est-à-dire qu'il aura, dans les élus qui le rejoindront et dans les membres du gouvernement qu'il nommera, il aura des gens qui viendront des différents bords. Et donc, la difficulté, c'est que c'est une majorité qui sera vraisemblablement en partie fragile. On se retrouve dans la 4e République, les deux extrêmes qui ne sont pas capables de gouverner ensemble, mais qui progressent, et puis, en l'occurrence c'est le Front National essentiellement qui progresse, et puis effectivement un centre mou, vous savez, l'ancienne alliance SFIO, MRP, et ce centre mou, eh bien, il est majoritaire parce que les autres sont divisés. J'avoue, je parle aux représentants du Front National, que je ne crois pas du tout à la réussite, de l'alliance des électorats ayant voté non au référendum de 2005. Je pense que là, Marine Le Pen, stratégiquement, de son point de vue, se trompe. Je le dis d'autant plus. Moi, je pense pas du tout. Ouais, alors, non, mais j'ai bien compris, naturellement, puisque vous la soutenez. Mais simplement, je le dis d'autant plus librement que je suis un des rares commentateurs à ne pas avoir d'hostilité de principe envers Le Pen. Mais à mon avis, ça ne marchera vraisemblablement pas. Guillaume Bernard a parlé avec tellement de passion, nous a dit tellement de choses intéressantes, ma chère Clémence. On va rester là-dessus, et puis on va faire une petite pause. Et je promis, je laisse la parole après au débatteur. Nous allons méditer quelques minutes. À tout de suite pour le grand référendum jusqu'à 11h. Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. C'est le grand référendum que vous écoutez, c'est jusqu'à 11h chaque jour sur Sud Radio avec Philippe David, ses invités, et puis vous, vos commentaires, vos réactions qui sont importantes puisque vous avez la parole. On vous demande si Emmanuel Macron peut avoir une majorité à l'Assemblée nationale et vous y répondez au 0826 300 300 et sur sudradio.fr. Et vous êtes toujours 79% à dire non, Macron n'aura pas de majorité à l'Assemblée nationale, si tant est qu'il soit élu évidemment au second tour. On en revient toujours à cette proposition-là. Et puis on a des commentaires qui sont
très gentil pour nos invités, puisque on en a un qui flatte Guillaume Bernard. Mais oui, je suis le plus grand des grands d'Espagne. Tom John nous dit en ce moment sur Sud Radio, il a raison, analyse très intéressante de Guillaume Bernard sur la guerre des droites qui vient. Et en effet, c'est là-dessus qu'on s'est arrêté pour méditer un peu avant la pause. Pour méditer, Christine de Vérac. Non, je voudrais rajouter une chose à l'analyse très intéressante qu'a fait Guillaume Bernard. Il a parlé de 12,5% des inscrits pour être au deuxième tour, juste pour que nos auditeurs... C'est la loi électorale. Non, je sais bien. Mais je le rappelle pour les auditeurs, oui, c'est pour ça. Juste pour que nos auditeurs voient, ça dépend de la participation, mais en gros, 12,5% des inscrits, ça fait 25% des suffrages exprimés. Donc vous imaginez, c'est quand même énorme pour arriver au deuxième tour. Voilà, donc il faut tenir compte de ça. Alors, est-ce que Macron aura une majorité ? Je crois que je ne suis pas trop mal placée pour répondre, puisque, comme vous l'avez dit, je fais partie de la commission d'investiture d'En Marche. Et on a raisonné encore, et même Guillaume Bernard, avec la gauche, la droite. Nous, aujourd'hui, on a examiné près de 14 000 candidatures. Ça fait beaucoup, ça prend beaucoup de temps à analyser 14 000 candidatures. Ça fait beaucoup, mais on y passe beaucoup de temps. Et on aura on mettra des candidats partout. Donc dans les 577 circonscriptions, nous aurons un candidat. Et nous aurons, sur ces 577, nous aurons 50% de renouvellement. Et dans toutes ces candidatures qu'on a examinées, on a des gens de tous les horizons. Et on a, je vous assure, jamais regardé d'où ils venaient, de quel parti ils venaient. Notre seul critère, ça a été la parité, le renouvellement et la compétence. Alors bien entendu la probité, puisque personne avec un casier judiciaire non vierge pourra être candidat. Et vous allez avoir des surprises. Là, on en a déjà sorti quelques-uns. On a l'ancien patron du RAID, on a délégué général d'une fondation. Vous allez être surpris des noms qu'on va sortir. Ça sera du renouvellement et de la compétence. Et j'ai assisté à cette commission à des choses très étonnantes. On a eu un candidat un jour qui s'est présenté et 3 semaines ou un mois après, un autre candidat s'est présenté dans la même circonscription. Le premier candidat a dit « Monsieur Untel est candidat, il a beaucoup plus de chance, il a beaucoup plus de compétences que moi, je me retire. » Aujourd'hui, nous sommes dans cet état d'esprit. Et ça va durer. Philippe Murat, on va prendre l'hypothèse d'école où contrairement au sondage, c'est Marine Le Pen qui gagne la présidentielle le 7 mai prochain. Le FN, il pourrait avoir une majorité tout seul ? Bien sûr, parce qu'il y aura... Tout seul ? Oui, parce que de toute manière, il y aura des alliances à ce moment-là. Il y a Debout la France, par exemple, qui représente quand même 5% des voix, pratiquement autant que le Parti Socialiste actuel, qui va nous rejoindre. Et il y aura aussi une partie des électeurs de droite, des députés de droite, un certain nombre, comme Jacques Miard, probablement, et Nicolas Dhuicq, tous ceux qui sont patriotes, qui nous rejoindront. Et puis naturellement, les Français sont cohérents. Donc ils voteront pour que le président ait des pouvoirs. Les Français sont assez cohérents et ont toujours fait quelque chose de parfaitement cohérent. Mais je voulais revenir juste 2 secondes, en fait, sur ce que disait Christine il y a un quart d'heure, d'ailleurs, parce que j'ai pas eu la parole depuis longtemps. C'est qu'en fait, on a des projets... de Guillaume Bernard. Qu'est-ce qu'il est bavard. Mais en fait, on a un projet parfaitement positif. Nous, on veut pas la déconstruction européenne qui déconstruit la nation, qui déconstruit l'économie, parce que quand même, admettons que vous êtes le parti des bisous, mais admettons quand même que la France est dans un état catastrophique. On a 6,5 millions de chômeurs et Macron est responsable quand même, il faut que je le rappelle. Parce que Macron, on a l'impression que c'est anti-système. Mais il était dans le gouvernement Hollande pendant 4 ans. Mais le jour où il n'a pas été d'accord, il est parti. Non, mais je peux pas vous dire. Non, mais le jour où il n'était pas d'accord, on ne sait pas pourquoi. Il n'était pas d'accord parce qu'il voulait être à la présidentielle et Hollande ne voulait pas. Donc, en tout cas, pour l'instant. Donc, en fait, il a été 4 ans, 1 million de chômeurs en plus sous le gouvernement Hollande où Macron était là, ministre de l'économie. 300 milliards de dettes en plus. C'est quoi sa réussite? Il est purement dans le système et il a complètement échoué. Mais nous, on a un projet parfaitement positif. On veut une relance de la demande en redonnant un peu de pouvoir d'achat par notre prime de pouvoir d'achat pour les petites retraites, les petits SMIC. On a une monnaie moins chère et on voit comment ça marche en Angleterre. L'Angleterre qui a sa monnaie qui a baissé de 15%. Grâce à ça, ses exportations ont monté de 20%. Mais c'est 20%. Pas vous nous expliquez pas comment vous allez avoir une majorité. Mais la majorité, on l'aura par notre projet. Je veux dire, on est dans le débat d'idées, on est dans le projet. D'ailleurs, on l'a bien vu. Je veux dire, vous l'avez écouté comme moi, le discours de Macron. C'était d'un vide intégral. Il n'avait rien dedans. Il a juste dit que c'était le candidat des bisous, qu'il allait être gentil avec tout le monde. Vous voyez les scores que vous faites au Front National. Mais vous faites que 24%, on est à 2% d'écart. Et les députés que vous avez à l'Assemblée nationale. Mais on les aura, là, parce que ça va complètement changer. Le PS et les Républicains ont explosé. Et puis le but, c'est pas de faire du jeu électoraliste. Le but, c'est de proposer une vision de la France pour les Français. C'est d'avoir surtout des députés pour appliquer les réformes. Le but, il est de proposer une vision de la France aux Français, d'avoir un projet pour redresser la France. Le but, il est
mais pas de se mener à des petits calculs électoralistes. Je crois qu'il faut être clair. Guillaume Bernard, on parlait pour Emmanuel Macron s'il était élu, on parle pour Marine Le Pen si elle était élue. Vous voyez une majorité Front National, alors quitte à faire avec des alliances, hein, Debout la France, etc. Alors, en France, à chaque fois qu'il y a eu des législatives qui ont suivi la présidentielle, soit parce que c'était prévu, soit parce que le président nouvellement élu a dissous l'Assemblée nationale, il y a toujours eu ce qu'on appelle le phénomène majoritaire. C'est-à-dire que la majorité présidentielle faisait la majorité législative. Hein. Les Français considèrent que c'est fois, ça a été très très juste. C'était en 88 où il y avait une majorité pour Mitterrand vraiment composite. Très composite. Et en plus composite. Bon, cela dit, il y a toujours eu une majorité parlementaire. Les Français considèrent que l'élection qui plie les choix politiques, c'est la présidentielle, et donc le camp qui perd la présidentielle se démobilise après. Là, le problème, c'est qu'évidemment, on est dans une situation où les camps sont en train de se recomposer, et que donc effectivement après l'élection présidentielle et l'élection soit d'Emmanuel Macron, soit de Marine Le Pen, eh bien évidemment il y aura des réorganisations, des ralliements. On peut penser effectivement que si Marine Le Pen gagne l'élection présidentielle, ce qui est possible, ce qui n'est pas le plus le plus crédible, mais ça n'est évidemment pas impossible, on le saura le jour de l'élection, eh bien on peut penser qu'il y aura évidemment des ralliements et qu'elle aura beaucoup plus de parlementaires qu'elle n'en a évidemment aujourd'hui. Mais honnêtement, je pense que la tripolarisation idéologique du spectre politique fait que nécessairement le dégagement d'une majorité, eh bien, sera d'autant plus difficile, mais pour tout le monde. L'avantage qu'Emmanuel Macron a d'une certaine manière sur les autres, c'est que il est susceptible de faire une majorité de coalition qui regroupe des gens en fonction des sujets qui se rattachent oui ou non à la chose, alors qu'évidemment la position du Front National est plus clivante. Mais voilà, très sincèrement, voilà les éléments objectifs que l'on peut donner. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Mais court, et je vais faire réagir après nos deux autres invités, Christine Deveyrac et Philippe Murer. Est-ce que pour vous, les législatives qui viennent peuvent être un nouveau tsunami pour les Républicains et le PS ? Alors, il est bien évident que il ne faut pas enterrer tout de suite les partis politiques qui ont été éliminés de la présidentielle. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ont une structure, ils ont des élus locaux, ils ont des relais, ils ont des sous. Bon. Ils ont des mais en revanche, ils ont des permanents peut-être plus que des militants. Oui, c'est vrai. C'est à mon avis qui sont des collaborateurs d'élus. En revanche, évidemment, s'ils étaient, je dirais, laminés aux législatives, ça veut dire qu'ils n'auraient plus le financement public. Parce qu'en fait, il ne faut pas que les auditeurs l'oublient, c'est le premier tour des élections législatives qui fait que les partis politiques ont l'essentiel de leur financement public, 1,60 € par voix par an pendant la durée de la législature. Christine Deveyrac, vous imaginez que ce soit un nouveau tsunami pour les Républicains et le PS ? Les prochaines législatives ? Moi j'imagine ça tout à fait. On a brossé là toutes les circonscriptions et moi j'ai vu autant pour les Républicains que pour le PS. On ressort à chaque fois les mêmes candidats. Et on a vu hier que les Français ont envie de renouvellement, ils ont envie de changement. Et quand ils vont avoir pour les législatives à choisir entre des candidats qu'ils voient depuis des années, qui sont battus quand la vague est rose, qui sont battus quand la vague est bleue, et des gens qui sont dans la vie réelle, qui sont des chefs d'entreprise, on a des chômeurs, on a tout le spectre de la population, ils vont avoir envie de voter pour des gens qui sont comme eux et qui connaissent leurs difficultés. Alors et c'est promis, je vous cède la parole après. La seule chose, c'est que en règle générale, quand même, une élection législative, elle se fait avec l'étiquette. En fait, c'est le port salut, c'est marqué dessus. Hein, voilà. Et donc par conséquent, voilà. Honnêtement, je veux dire, on connaît très peu, hein, je dirais, les candidats aux élections législatives, et en fait, on vote pour eux les électeurs votent pour eux en fonction du président élu, en fonction de la proximité que l'on a vis-à-vis d'eux, ce qui fait que des inconnus peuvent à la fois faire des scores, mais en même temps, tout de même, je dirais, l'enracinement local compte quand même un tout petit peu, et c'est vrai que les parachutages, ça ne marche pas toujours. Donc voilà, il y a cette ambiguïté pour... Je prends le pari avec vous, on va dans la rue, demander aux gens combien connaissent leurs députés. Vous en très peu, ils connaissent l'étiquette. Philippe Murer, ça peut être un tsunami pour les Républicains et le PS, les prochaines législatives ? Oui, je pense après le premier tsunami d'hier. Hein. Oui, je pense que ça va être un tsunami. Effectivement, ça va être important parce que le PS va se retrouver avec très très peu de financement. Je vous pose une question. Oui. Est-ce que vous imaginez, vu le score de Benoît Hamon hier, un PS sans groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ?
peut-être, je sais pas. Franchement, je sais pas, ça me paraît compliqué. C'est 15 députés, donc c'est quand même très jouable pour beaucoup de forces politiques. Vous n'imaginez pas ça non plus. Pas de groupe parlementaire PS. Par exemple, à Toulouse, où il y a que des députés PS, Mélenchon a fait 30% hier. 30%, et Hamon a fait 15 ou 17, je crois. Ah oui, donc non. Mais moi, au-delà du renouveau, le PS gardera quand même un groupe parlementaire avec 15. Oui, parce qu'avant c'était 30 et maintenant c'est 15. 30. Avant à 30, mais à 15. Ils étaient descendus à 20 et après ils sont descendus à 15. Alors ils sont descendus à 20 pour le PC qui en avait pas 30 il y a quelques législatures. Ouais. Et ensuite, comme les écologistes voulaient leur groupe mais qu'ils étaient 17 ou 18, ils ont descendu à 15. À mon avis, il y aura quand même beaucoup de ténors du PS qui vont rentrer dans le projet de En Marche et de Macron, comme il y en a déjà beaucoup. Le Drian, Hollande va appeler à voter Macron. De toute manière, Hollande, Macron, c'est le père d'Emmanuel Macron, hein, donc. Ça vous plaît ça? Ah non, mais il l'a dit dans un livre, dans le livre de Davet et l'homme. Hollande dit Macron, c'est moi. Donc c'est clair qu'il pense exactement la même chose. S'il est élu, il réussira son quinquennat. Moi, ce que je pense, alors là, ça me ferait bien rigoler. Hein, je vais vous dire. Vous savez quoi, hein. Moi, vous savez ce qui me fait pleurer, ce qui me fait mal, ce qui me fait vraiment mal au cœur. Je vais vous le dire, c'est que Macron, il a pas su protéger du tout la France. Quand il était ministre de l'économie, il a laissé partir. Laissez-moi parler. 4, parce que vous n'avez pas envie que je le dise. 4 leaders mondiaux d'énormes entreprises françaises du monde industriel. Lafarge, Technip, Alcatel et Alstom dans les centrales électriques. Il a vidé la France de sa souveraineté industrielle de 4 énormes entreprises. Il n'a pas su protéger les Français. Moi, je vais vous dire, c'est un scandale d'avoir laissé partir des boîtes aussi importantes pour la France. C'est pour ça qu'il vendra la France. Pour moi, c'est le candidat de la déconstruction et de la vente de la France. Ça, j'ai bien compris. On pense la même chose de l'autre candidat. Ce que je veux dire sur Macron, parce qu'il y en a ras-le-bol de cette histoire de Hollande, c'est qu'il a été effectivement conseiller à l'Élysée. Le jour où il n'a plus été d'accord, il est parti. Et il n'est pas parti avec un parachute doré dans une grande entreprise. Il est parti pour monter une start-up. Non, il est parti pour aller chez Rothschild. Hein. Ah non, d'accord. Après, oui, pardon. Non, mais non, pas du tout. Il est parti pour monter une start-up. Ah oui, c'est la Start-up Nation. Et là, Hollande l'a récupéré pour être ministre de l'économie. Et il a pensé qu'en étant ministre, il aurait les coups des franches. Le jour où il a vu qu'il n'avait pas les coups des franches, il est parti. Moi, j'ai pas vu beaucoup de gens qui quittaient un ministère comme Bercy sans savoir. Personne ne misait un copec sur lui. Et il a eu le courage de partir. Il l'a fait. Si, il y a tous les milliardaires, Berger, Niel, tout le monde, tous les milliardaires misaient des choses sur lui. Mais madame, je vais vous dire en quoi je vais vous dire en quoi c'est pas vrai ce que vous dites. Parce qu'il a fait quoi en fait, Macron? Il a fait l'écart Macron, il a fait la loi Macron, c'est-à-dire demander aux Français de travailler le dimanche. Formidable. Il a fait la loi travail, puisque c'est lui qui était le porteur. Toujours tourné vers le passé. Non, oui, mais c'est extraordinaire. Non, je suis tourné vers l'avenir. Elle m'a coupé, je vous ai pas dit. Mais son projet, c'est la loi El Khomri puissance 10 par ordonnance. C'est lui qui l'a dit. La loi travail, déconstruire le CDI, c'est clairement son projet. Donc je vois pas en quoi c'est une continuité. On vit dans une France qui a 50 ans pour pas dire 100 ans de retard. Vous verrez que tous ceux que vous combattez, ça deviendra la normale dans quelques années, comme ça l'est dans tous les pays européens. Marine Le Pen... On peut pas vivre complètement en autarcie avec des je vais vous expliquer règles. Pourquoi on est beaucoup plus en avance que vous. Macron, c'est le candidat de la com. Il va à Las Vegas faire son show pour le capital risque. D'accord? Le capital risque en France, aussi, c'est 500 millions d'euros le capital risque en France, 1 milliard d'euros, c'est tout petit. Nous, Marine Le Pen a décidé que 2% de l'assurance vie, c'est-à-dire 32 milliards, doivent aller en capital risque de façon absolue. 32 milliards, ça nous met immédiatement au niveau des États-Unis. Donc je vais vous dire, le candidat du capital risque, des startups, des nouvelles entreprises, de la création d'entreprises, c'est Marine Le Pen. Macron, c'est le candidat des paillettes du capital risque. Il va faire le show à Las Vegas, c'est tout ce qu'il fait. Macron était le seul candidat à avoir compris le monde dans lequel on allait vivre. Tous les autres, ils sont dans le 20e pour pas avoir dit autre chose. Allez, vous restez avec nous pour ce grand référendum, pour cette dernière ligne droite d'ailleurs, jusqu'à 11h. Philippe David pose la question, Macron peut-il avoir une majorité à l'Assemblée nationale? Il a fait un petit bond en avant, on a sauté le deuxième tour dans cette histoire. Le grand bond en avant, c'est Mao Tse-tung. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est bon. En tout cas, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300, à commenter sur Twitter et sur sudradio.fr. À tout de suite. Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David.
La question de ce lundi concerne Emmanuel Macron. On vous demande, dans ce grand référendum, peut-il avoir une majorité à l'Assemblée nationale? Vous prenez la parole, vous répondez. Vous avez jusqu'à 11h au 0826 300 300, sudradio.fr, Philippe David et ses invités. Et sur sudradio.fr, vous votez, et ce vote qui ne cesse d'augmenter pour le non. Vous êtes maintenant 86% à voter non. Macron ne pourra pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale. Alors justement, je vais poser une question à nos trois invités. Imaginons que le 18 juin au soir, c'est le second tour des élections législatives, Guillaume Bernard, Emmanuel Macron n'ait pas de majorité. Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt, parce que la Constitution le lui permet, à dissoudre? Honnêtement, politiquement parlant, les Français viendraient de s'exprimer dans votre hypothèse. Ils viendraient de s'exprimer immédiatement. Ils tireraient un trait de plume et refuseraient le verdict des urnes. Ce serait quand même politiquement quand même très 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 difficile de sa part. Mais ça mettrait le peuple devant, disant voilà, donnez-moi une majorité. Oui, mais si vous voulez, très sincèrement, je pense que c'est ça toute l'ambiguïté. C'est l'intérêt. Du point de vue de l'histoire politique, mais c'est toute l'ambiguïté d'Emmanuel Macron, c'est qu'en fait c'est la grande coalition. Je vous rappelle que l'idée de la grande coalition, exactement, c'est-à-dire c'est le fait que le SPD et la CDU trouvent des terrains d'entente. Bien sûr qu'ils ont des divergences sur un certain nombre de points, mais ils trouvent des terrains d'entente. C'est l'idée. Alors c'est évidemment dénoncé par le Front National d'une manière évidemment vindicative et comme étant l'UMPS. Honnêtement, ça n'est pas complètement faux. Je veux dire, c'est évidemment le fait que les forces modérées de droite et de gauche s'accordent sur un certain nombre de choses. L'intérêt du second tour de la présidentielle, c'est aussi le risque. C'est le risque que ça devienne, je dirais, caricatural et que du coup, ça dégoûte une partie de l'électorat qui s'abstiendrait. C'est que effectivement, on a le miroir inversé l'un de l'autre. Effectivement, le protectionnisme d'un côté, la mondialisation de l'autre, le multiculturalisme d'un côté, l'identitarisme de l'autre. Donc c'est vrai que c'est un intérêt parce que c'est un choix, effectivement, fort. Mais en même temps, peut-être que, pardon, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti dans ce débat-là aussi ici, c'est le fait que c'est peut-être trop tranché et que ça risque de conduire à une certaine abstention pour la présidentielle. Et pour ce qui est des législatives, en revanche, c'est ça, c'est toute l'ambiguïté d'Emmanuel Macron. C'est le plus susceptible d'avoir une majorité aujourd'hui, étant donné, je suis désolé d'entrer en contradiction avec les auditeurs, étant donné que, contrairement aux autres, il n'y a pas dans le fond de barrière. Il y a des différences de degrés, mais il n'y a pas de différence de nature entre les différentes forces politiques susceptibles avec lesquelles il est susceptible de gouverner. Il y a plein de gens aux Républicains qui sont tout à fait susceptibles de faire partie de la majorité parlementaire et du gouvernement d'Emmanuel Macron. Simplement, il faut qu'évidemment LR réfléchisse très longuement à ce qu'ils font, parce que si on a avec Emmanuel Macron une cohabitation bis sous une autre forme, mais c'est ça ce que ça veut dire, en règle générale, ça veut dire que c'est un boulevard pour le Front National pour l'élection d'après. Moi ce que je veux répéter quand même, c'est que nous aurons 577 candidats étiquetés En Marche et qui auront signé un contrat de gouvernement avec le président de la République. Vous savez, les contrats depuis Manuel Valls qui disait qu'il appellerait à voter pour Benoît Hamon. Et qui 2 mois après dit finalement il appelle à voter pour Macron. Vous savez ce que j'ai découvert chez Macron? C'est que ce sont des gens qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Moi, j'y suis donc c'est pas comme Manuel Valls. J'y suis depuis presque 1 an et à chaque fois c'est comme ça. Alors, les choses changent. Je vais vous prendre un exemple. Donc s'il n'a pas de majorité, je vous pose la même question, il doit dissoudre ou pas? Non, bien sûr que non. Et imaginons que Marine Le Pen soit élue, qu'elle n'ait pas de majorité. Est-ce que pour vous, elle doit dissoudre dans la foulée, Philippe Murer? Non, on cherchera les élus les plus patriotes possibles pour faire un programme de gouvernement, une coalition de gouvernement. Et surtout, le plus important, moi je pense, c'est de retrouver un champ politique, des possibilités de décision, de la souveraineté. Donc on essaiera quand même de faire ce référendum, quoi qu'il arrive, sur l'Union européenne, ce débat et ce référendum sur l'Union européenne. Mais politiquement, ce qui se passe, c'est qu'on a une convergence incroyable entre l'UMP et le PS. C'est-à-dire que Macron qui vient de la gauche, c'est ce qu'on disait hors antenne, Macron qui vient de la gauche, est complètement calé sur NKM qui vient de la droite. Et puis Juppé, il est très proche de Macron aussi. On a une convergence totale de ce système UMPS. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce système ne gouverne pas. Les Républicains et le PS ne gouvernent pas. Asselineau, il y a une chose de vrai qu'il a dit.
de tout à fait juste. C'est les Gopé qui présentaient. Non, pas du tout. Pas du j'ai tout. pas entendu. J'ai dit un petit clin d'œil. Non, pas du tout. J'ai son numéro de téléphone, donc si je veux l'appeler, je peux l'appeler directement. Mais quand il parle des Gopé, des grandes opérations de politique économique de l'Union européenne, c'est vrai. La loi travail était demandée par l'Union européenne. La dévaluation des salaires est proposée par l'Union européenne, ou au moins la limitation des salaires, pas d'augmentation des salaires. En fait, la politique de la France est de plus en plus faite par l'Union européenne. Et moi, il y a un truc que je comprends pas d'ailleurs. Vous dites que vous voulez gouverner, mais pourquoi vous voulez un ministre des Finances et de l'économie de la zone euro? Dans ce cas-là, c'est plus Macron qui gouvernera. C'est le ministre des Finances de la zone euro, donc la France n'existe plus. Moi, je parle en mon nom là, mais moi, je suis pour une Europe qui avec moins d'États et qui soit plus intégrée, effectivement. Mais pour le ministre des Finances, vous êtes le programme de Macron auquel vous avez adhéré, ce fameux contrat dont vous me parlez. Oui. Eh ben, c'est dans le contrat de Macron, oui. Le ministre des Finances et de l'économie de l'Union européenne. Donc c'est plus. Oui, parce qu'il va falloir aller vers une convergence de économique et sociale de tous les pays. Donc vous voulez un fédéralisme européen. Et est-ce que vous ferez un référendum? Est-ce que vous serez vraiment démocrate? Attendez, excusez-moi, c'est pas trop le sujet du jour. Je peux pas m'engager. On verra quand il sera élu. C'est pas trop le sujet du jour, parce qu'il y avait le sujet de la dissolution. Allez-y brièvement, parce que je veux revenir sur le sujet du jour quand même, qui était la majorité à l'Assemblée. J'ai vraiment une question, juste 2 secondes. Si vous voulez donc plus de fédéralisme européen, comme vous le dites, une convergence, encore plus de fédéralisme, moins de pouvoir en France et plus de pouvoir à l'Union européenne. Mais avec les convergences, on n'a pas de convergence. Est-ce que vous allez proposer aux Français? C'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes. C'est pas nous qui gouvernons, de moins en moins. Mais la question, c'est est-ce que vous ferez un référendum, vous serez des vrais démocrates et vous irez demander aux Français s'ils sont d'accord avec votre projet pour l'Europe? Non, pas pour l'Europe, c'est pas le continent européen, c'est l'Union européenne. Pour mettre l'Union européenne au centre avec de plus en plus de pouvoir. Est-ce que vous allez le demander aux Français ou vous allez le faire sans leur demander un choix aussi important? Écoutez, moi je n'en sais rien puisque Macron n'est pas. Vous voulez que le deuxième tour ne soit pas plié, donc il n'est pas encore élu. Mais ça ne me paraîtrait pas du tout invraisemblable qu'on demande aux Français s'ils sont d'accord avec ça. Alors, je vais vous poser une question qui revient à nos moutons, vous me passerez l'expression. Guillaume Bernard, comme vous êtes un éminent politologue, on commence avec vous. Ça vous fait plaisir d'entendre ça. Mais oui, vous avez même votre fan club, vous voyez, sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce que vous imaginez, par exemple, parce que c'est quand même un parti qui a encore une structure, les Républicains arriver à avoir le plus gros groupe à l'Assemblée nationale, vu les têtes d'éducation du PS et vu la force en tant que parti des Républicains, ce serait une cohabitation avec Macron? Je pense qu'il ne faut pas évidemment enterrer, on l'a dit tout à l'heure, ni le PS, même si c'est évidemment lui qui est quand même écrasé et qui sort véritablement de miettes, 6%, ni les Républicains. Le problème, c'est qu'ils vont être confrontés à un problème stratégique, c'est-à-dire qu'il va y avoir pour la présidentielle une distorsion, je dirais réelle, qui va devenir palpable entre la direction des Républicains qui, dans son ensemble ou quasiment dans son ensemble, appelle à voter pour Emmanuel Macron et qui sont, grosso modo, ils sont encore dans l'idée du front républicain, et puis dans l'opinion publique, un front républicain qui était extrêmement fissuré et une partie de l'électorat qui s'abstiendra, une partie qui ira voter pour Marine Le Pen parce que considérant qu'il y a une proximité. Si ce sont des gens qui ont voté pour Fillon, c'est qu'ils préfèrent Fillon, mais pour autant ils se sentent plus proches, semble-t-il, pour une partie d'entre eux, de Marine Le Pen que d'Emmanuel Macron. Donc c'est cette distorsion-là qui peut conduire à une implosion des Républicains. Alors après, est-ce qu'ils vont quand même réussir à maintenir l'unité pour pouvoir présenter des candidats? S'ils y arrivent, effectivement, on peut penser que l'opinion publique de droite, qui considère dans le fond qu'on lui a presque volé la présidentielle, eh bien pourrait effectivement se mobiliser pour cette élection. Tandis qu'évidemment, les autres forces politiques pourraient un peu plus se démobiliser. On peut penser que les Républicains ne sont pas morts, mais on retrouvera parmi les élus des Républicains, eh bien, on retrouvera évidemment cette dichotomie entre ceux qui refusent toute entente possible ou toute proximité avec le Front National et ceux qui envisageraient de le faire. Certains noms ont été évoqués, il y en a d'autres sans doute, mais voilà. Oui, les Républicains ne sont pas complètement morts. Oui. Non, mais c'était déjà hier soir. C'était assez violent sur les plateaux de télé. Enfin, moi, je regardais ça que d'un œil, mais on a vu un moment Raffarin, Wauquiez. Enfin, il y avait plus rien de commun, quoi, entre. Oui, mais vous savez bien que les forces d'inertie et le fait qu'ils ont des collectivités locales, ils ont des cabinets d'élus, enfin, etc., qui font que ça peut quand même se maintenir. Tout le problème, c'est la stratégie qu'ils vont développer. Mais on peut parfaitement envisager qu'il y ait une partie des Républicains qui se scindent. Il y en a une partie qui est quasiment chez Macron. Hein. Christian Estrosi, il a appelé quasiment à voter Macron de façon subliminale. On est d'accord? On peut dire qu'il l'a dit. Il l'a dit, oui, quasiment. Et avant le premier tour, avant que Fillon ait perdu. Donc il y a une partie des
des Républicains qui sont déjà chez Macron. Ça va être très compliqué. Vous croyez, vous, Christine de Vérac, à la possibilité de ressusciter, j'aime pas trop le mot, des Républicains dans le mois qui vient et d'avoir une majorité à l'Assemblée en profitant de l'état de mort clinique du PS? Ça va être très difficile parce que, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, déjà il faut 25% des exprimés pour arriver au second tour. Et dans l'état où ils sont aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer. Pardonnez-moi, mais je veux dire, personne n'a passé la barre des 25% justement au premier tour de la présidentielle. Donc on ne sait pas qui sera au deuxième tour. Est-ce que ce sera des candidats de Macron, des candidats du Front National, des candidats... En fait, on n'en sait rien. Hein. Et on parle quand même un peu dans le vide, puisqu'ils sont en réunion tout ce matin, tout cet après-midi. Il va sortir des choses de là. Ça va pas être tous derrière nos candidats pour les législatives. Ça m'étonnerait. Est-ce que vous pensez, Philippe Murer, que les Républicains pourraient ressusciter et devenir le parti majoritaire à l'Assemblée nationale en juin prochain? Non, ça me paraît impossible, d'autant plus qu'il y a une partie qui va vraiment rejoindre Macron, je pense que les NKM, les Juppé, etc., et une autre partie dont Laurent Wauquiez a intelligemment dit qu'il ne voterait pas Macron, il ne peut pas appeler à voter Macron, qui va peut-être se recomposer autour de Wauquiez ou de quelqu'un d'autre, d'un autre leader, quoi. Donc, mais là-dessus, de toute façon, idéologiquement, on est en train de voir la France de Michel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est Jean-Claude Michel. Jean-Claude Michel, qui est remarquable et qui montre que le libéralisme économique et le libéralisme sociétal convergent. Ce libéralisme sociétal de gauche, libéralisme économique, pour arriver à un parti unique. C'est vraiment cette convergence totale des deux libéralismes, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Quand vous faites du libéralisme économique, vous avez du libéralisme sociétal et inversement. Et alors, il y a une question. Oui, vous voulez réagir? Non, je voulais dire, c'est que alors là, pour le coup, c'est effectivement ce qu'Emmanuel Macron, me semble-t-il, assume, et c'est ce qui explique que comme François Fillon ne l'a pas assumé, il n'a pas été au second tour. Le Penelope Gate, c'est, pour moi, subalterne dans l'échec de François Fillon. Pour vous, c'est subalterne? Oui, c'est subalterne. Pour moi, quand on regarde les courbes, il était déjà en train de patiner au mois de décembre où il n'a pas fait campagne. Au mois de janvier, il était plutôt en régression. Et la là, première sortie, c'est le 25 janvier. Voilà. C'est le 25 janvier. Dans l'entre-deux tours de la primaire socialiste, je pense fondamentalement que c'est la ligne de fracture qui est au sein de la droite entre ceux qui sont à droite, mais qui en fait sont libéraux, et ceux qui sont de droite et qui sont, disons, conservateurs, réactionnaires, etc. Et donc c'est bien pour ça que moi, très franchement, je ne comprends pas, vous allez le prendre comme une attaque, mais pardonnez-moi, mais je ne comprends pas la stratégie de Marine Le Pen qui consiste à plus vouloir essayer de récupérer l'électorat Mélenchon que de récupérer l'électorat Fillon. Non, on veut récupérer, on veut pas récupérer, mais on veut attirer par notre projet et des gens de gauche et des gens de droite. Moi, je viens de la gauche, hein, vous voyez, je suis conseiller de Marine, mais j'ai aussi, je suis contre la GPA aussi. Ouais. C'est compliqué, je suis aussi contre quelque part. Je suis contre la GPA, je suis un peu conservateur au niveau sociétal. Non, mais c'est le grand intérêt de Macron, c'est qu'à la fois il a dit le libéralisme économique et le libéralisme sociétal. C'est marrant, les deux dans le même candidat. Vous venez de la gauche, vous êtes passé à droite, vous êtes croisé quelque part en route. Non, mais moi je suis pas passé à gauche, hein. Je suis passé chez Macron mais pas à gauche, je suis désolée. C'est la grande coalition. Macron, c'est la grande coalition. C'est ça qui est important. Le problème, c'est est-ce que cette grande coalition, dans la 5e République, elle peut fonctionner, ou est-ce que on est en train de retourner à la 4e République? Et on est d'accord, Marine avait raison, c'est l'UMPS. Eh bien, écoutez, je voulais vous poser une dernière question de prospective, mais on n'aura pas le temps. Alors, je vais vous remercier, Guillaume Bernard, docteur en histoire des institutions, auteur de l'essai La guerre à droite aura bien lieu, publié chez Desclés de Brouwer. Merci beaucoup, Christine de Vérac, membre de la commission d'investiture du comité politique d'En Marche. Merci beaucoup, Philippe Murer, économiste au cabinet de Marine Le Pen. Ma chère Clémence, que dit Internet, pardon? Vous êtes 86% à voter non. Macron ne pourra pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale.